Bonjour à tous, merci d'être venus. Pour ceux qui ne savent pas, je suis au baccalauréat en mathématiques. Je fais un stage cet été au département, puis je rentre dans ma 3e année au baccalauréat en maths pure et appliquée. Aujourd'hui, je vous parle du chaos. Le chaos comme étant une entité, une certaine personnification du chaos. Je vais dresser un portrait à travers la présentation. Ça commence avec la naissance du chaos, quand il n'est rien encore. Ensuite, on se dirige vers les systèmes dynamiques, que là, le chaos en tant que personne commence à se comprendre un peu. C'est comme son adolescence. Ça, c'est sa naissance. Là, on arrive quand il est adulte, il sait un peu qui est. Et les attracteurs étranges, c'est comme sa crise de demi-vie, où genre, il est un peu spécial. Alors, la première partie, c'est pour mettre tout le monde à jour sur les équations différentielles qui sont comme la base de tout ce que je vais dire par la suite. Et ça va devenir un peu plus pétillant après. Alors, je vais commencer par donner juste un petit exemple d'introduction d'une équation différentielle. Je vous ai dit que le titre de ma présentation, c'est « Chaos, l'étrangement attirant ». C'est un homme, un romantique, une personne particulière. Alors, j'ai décidé de l'appeler Roméo Chaos. Roméo Chaos est en amour avec une demoiselle qu'avec aucune originalité, je vais appeler Juliette. Roméo et Juliette. Je vais vous parler de leur histoire d'amour, parler de leur affection propre à chacun. Je vais dénoter l'affection de Roméo dans le temps, par R de T, l'affection de Juliette dans le temps, par J de T. Ils ont une relation un peu toxique. Roméo, c'est un romantique, il répond favorablement à toute avance que Juliette lui fait. Dès que Juliette lui montre un peu d'affection, lui, ça l'attire, ça le titille. Mais quand elle arrête de lui en montrer, ben, ça la fesse. Il en est déçu. Juliette, c'est l'inverse. Juliette, quand on lui montre de l'affection, elle est un peu indépendante. Mais quand Roméo arrête de lui montrer de l'affection, elle en veut, elle en a pas assez. Alors elle se remet à montrer de l'affection. Donc, la variation de l'affection de Roméo dans le temps va être exactement comment Juliette lui donne de l'affection. Donc, la variation de Roméo dans le temps, une différentielle comme vous connaissez, va être comment Juliette lui donne de l'affection. Juliette, c'est l'inverse. Sa variation à elle va être l'inverse de ce que Roméo lui donne. Ce qu'on voit ici, c'est un système d'équations différentielles. On a un système qui est composé de deux équations, et on dit différentiel parce qu'ils vont mettre en relation les dérivés d'une certaine quantité et la quantité elle-même. Les solutions d'un tel système, c'est pas des chiffres comme on a vu préalablement, ça va être des fonctions qui vont être les solutions de ça. Est-ce que vous avez une idée d'à quoi ressemblerait l'amour de un pour l'autre dans le temps, considérant cette relation un peu toxique? Ils se donnent de l'affection, là, l'autre, ça l'excite, mais dès que l'autre, ça l'excite, ça redescend. Est-ce que vous avez une idée d'à quoi ressemblerait la courbe? Je vais toujours faire des jiggly dans le fond. Ça serait des sines et des cos, ouais. La manière de résoudre ça que je trouve intéressante, il y en a plusieurs, mais une pour la résolution, c'est d'utiliser les deux équations une après l'autre. On a celle-là. Si on dérive une nouvelle fois celle-là, on obtient le terme de la deuxième équation. On aurait donc la dérivée seconde par rapport au temps sera égale à moins R. Ça, on a réduit notre système à une équation d'une seule variable. Encore une fois, les solutions à ça vont être justement quelle fonction, quand je la dérive deux fois, il y a juste un moins qui apparaît devant. C'est les sines et les cos. Alors, les solutions de notre système vont être, par exemple, R de t est égal à cos de t et J de t est égal à sin de t. On peut tellement s'amuser avec ça, on peut commencer à mettre des constantes devant, on peut rajouter des termes comme si Roméo il sent qu'il devient trop amoureux, il se calme lui-même, ou différentes affaires qu'on peut rajouter, puis on se met à avoir un système qui a différents comportements à travers le temps, mais le principe est que ça dresse une équation différentielle. Les solutions de ça vont être des fonctions.
Avec ça, j'espère vous avoir fait un peu plus comprendre juste c'est quoi une équation différentielle, qu'on part tous avec la même affaire. Les équations différentielles, il y a deux catégories, et dans ces catégories-là, il y a deux types, ou genre... types d'équations différentielles. Les deux grandes catégories sont, dans les équations différentielles, les deux catégories sont le continu, où ça va être des dérivées temporelles qui donnent l'évolution de notre système. Ça, c'est comme celui que je vous ai montré ici. On a sinon le cas discret, où plutôt que d'avoir le temps qui est dans les réels, qui est justement le continu, on va avoir des incréments de temps. J'appelle les deux des équations différentielles, mais ça, on peut l'appeler x de t plus 1 va être une certaine fonction de l'état précédent. J'appelle les deux des équations différentielles. En général, on va plus appeler ça une équation différentielle et ça en anglais une map ou une carte ou plutôt une équation de différence. On va regarder ça plus général avec équation différentielle. À travers les deux types, on a aussi deux grandes catégories qui sont les équations différentielles ordinaires. Les équations différentielles ordinaires, qui, elles, sont des équations différentielles avec une seule variable indépendante. Ça, c'en est une. Les deux exemples que je vous ai mis en haut sont aussi des équations différentielles avec une seule variable indépendante. Dans ce cas-là, c'est le temps. Et on va souvent mettre le temps comme étant la variable indépendante. Une seule variable indépendante. On arrive ensuite à la deuxième catégorie d'équations, qui sont les équations aux dérivées partielles. Aux dérivées partielles. En deuxième année au bac, on se rend jusqu'à là. Équation différentielle ordinaire avec le cours de DO, justement. Puis, équation dérivées partielles, on peut en voir un peu en analyse appliquée, mais sinon, c'est plus en troisième année qu'on voit vraiment c'est quoi les équations dérivées partielles. Ça, c'est quand il y a plusieurs variables indépendantes. Par exemple, si vous êtes venu à la présentation de Charles et de Julien sur la théorie spectrale, une équation qui est vraiment connue dans le domaine ou juste en général, ça va être le Laplacien, où on va avoir des dérivées secondes d'une certaine quantité qui vont être additionnées. Ça serait par exemple, la solution à ça serait une fonction qu'on appellerait harmonique. Ça, c'est un exemple où on a plus qu'une variable indépendante. On a le x et le y qui peuvent être les positions d'un certain objet. On peut mélanger le temps et la position aussi comme étant d'autres variables qu'on joue avec. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur majoritairement les équations différentielles en continu et particulièrement les équations différentielles ordinaires. Parce que là, dans les équations différentielles ordinaires, on a une seule variable indépendante. Et dès qu'on considère cette variable indépendante comme étant le temps, juste la mentalité que c'est le temps et qu'on joue avec comme étant un système qui évolue, on a un système dynamique. Ce qui est ce vers quoi je voulais me diriger par la suite. Non. Les systèmes dynamiques. Parfait. Alors, c'est ça, les systèmes dynamiques, c'est des EDO avec une seule variable indépendante. On va considérer ça comme étant le temps. Ce que je veux vous montrer, ça serait la définition formelle d'un système dynamique. Et elle est plus intéressante et on voit le potentiel d'étude derrière ça. Alors, la définition d'un système dynamique. OK. Autant l'affection de Roméo et de Juliette, autant
les exemples classiques qu'on voit dans les cours d'équation différentielle qui vont être par exemple proie et prédateur. Comment on a deux populations qui interagissent ensemble, qui vont chercher à nuire l'autre ou aider l'autre. Autant des systèmes physiques avec des oscillateurs. On a toujours cette même idée générale. Premièrement, on veut un espace de valeur duquel on peut prendre, justement, duquel on peut extraire tout ce qu'on cherche à étudier. Comme tantôt, l'espace de valeur, ça serait l'affection. Est-ce que vous serez capable de me donner une autre affaire qu'on a besoin pour définir un système dynamique, outre un espace de valeur? Des équations. Ouais. Plus généralement, ça va être une fonction qui donne l'évolution. Et il y a une troisième affaire qui est un peu moins connue des gens. Mais si je veux dire, on a besoin d'équations qui décrivent l'évolution, il y a quelque chose ici que j'ai pas vraiment spécifié. La condition initiale. Conditions initiales vont être utiles pour trouver des solutions à notre système d'équations. C'est utile, mais pour vraiment définir en général un système dynamique, c'est une autre affaire qu'on a besoin. Et ça, c'est un peu moins connu, ça serait qu'on a besoin d'une structure de temps. C'est pas si évident, mais on a besoin de spécifier est-ce qu'on agit dans les réels, est-ce qu'on agit dans les nombres naturels, est-ce qu'on agit dans des structures abstraites de temps qui sont beaucoup plus complexes. En général, on a juste besoin que ce soit un monoïde, qui est une certaine structure où on définit l'opération entre nos éléments, et il y a un neutre, qui serait comme le zéro. On peut aller plus généralement avec juste des groupes. Ici, on a les réels qui sont un groupe, ici les naturels. Pas exactement, mais la définition d'un système dynamique, c'est un triplet X, T un groupe, et phi F. Où X est un espace. On peut le prendre comme étant une variété, ou juste plus généralement où est-ce que se trouvent nos solutions et de quoi elles sont composées. Ensuite, T est un groupe, dans le cas plus général. Pour ceux qui n'ont pas pris d'algèbre, c'est simplement qu'on a une manière de jouer avec nos éléments, d'avoir une opération qui existe. Et on a un neutre et on a un inverse. Le neutre, c'est par exemple le zéro qui fait vraiment rien. Et l'inverse, c'est quelque chose qui, par exemple, dans le temps continu, on veut pouvoir aussi retourner dans le temps. On veut avoir des chiffres négatifs. Avoir une structure de temps qui est un groupe est extrêmement utile. Et finalement, f, qui est une fonction. On va la prendre différenciable. Et dans ce cas-là, le système dynamique qu'on étudie, on l'appellerait différenciable, justement. F prend deux éléments, x, et renvoie dans x. Elle prend un temps, une position, elle nous renvoie comment le système va évoluer à ce temps et à cette position-là précise. Il y a certaines propriétés qu'on veut que notre fonction satisfasse, qui sont au temps zéro, la fonction n'agit pas, elle est juste les conditions initiales. Alors, shut up. Ensuite, la deuxième condition, et c'est la seule autre propriété qu'on a besoin, c'est une certaine notion de composition. Est-ce que directement du point A au point B dans une trajectoire, ça serait la même chose que passer du point A à C un milieu et C à B par la suite. Donc, est-ce que la composition de deux temps est respectée? Ça, c'est un système dynamique. La vraie définition d'un système dynamique, c'est celle qui permet vraiment d'avoir des choses un peu plus intéressantes, surtout quand on se met à jouer avec quel genre de structure abstraite on a pour notre temps. Par contre, en général, dans le cadre populaire, juste ces équations-là sont qu'est-ce qu'on appelle un système dynamique. Je vais vous montrer que c'est correct de les appeler ainsi, tant qu'on a spécifié dans quel contexte on se situe. Donc, ça, c'est la vraie définition d'un système dynamique, mais reste que une équation comme ça
Juste l'équation, si on spécifie on est dans quel domaine et que le temps, implicitement, on parle juste des naturels ou genre juste des entiers. Ça respecte les conditions qu'on veut avoir. On a que la condition initiale va devoir être donnée. Et pour la composition de temps, elle découle assez simplement de la manière qu'on l'a écrit. Vu qu'on fait juste dire comment le prochain temps va être donné selon le temps présent, ben, t plus 2 va juste être l'application successive de f et f une autre fois. Est-ce que tout va bien pour ça? La deuxième, le type d'équations différentielles qui sont continues, ça peut être un peu moins évident. Ces équations différentielles-là continues respectent, encore une fois, la structure ici. Ce qui est à comprendre, c'est que pour avoir une trajectoire là-dedans, dans un système continu, on a besoin de faire l'intégrale sur tous les morceaux de trajet. Et en faisant l'intégrale, on utilise les propriétés de l'intégrale qui sont de pouvoir composer une intégrale en l'additionnant. Et on retrouve la propriété qu'on voulait avoir. Est-ce que vous voulez que je passe à travers ça, peut-être? Parce que toi, en ce moment, tu demandes juste que P, ça soit un groupe. Mais là, tu veux avoir un opérateur qui soit différentiel. Fait que tu as comme une espèce d'idée de pouvoir avoir une norme, de pouvoir diviser, vraiment comme ça. Différentiel par rapport à la position. Par rapport à X. Ouais. Par rapport au temps, un peu plus. Moi, c'est comme ça que j'ai perçu tout de suite. Genre, quand différentiel, j'ai assumé que c'était par rapport à X. Ça serait difficile dans un groupe comme juste les entiers d'avoir des limites. Ouais, je vois. Les opérateurs comme des différentiels discrets. Ouais. Et ça se peut que ça soit ça. Ça se peut que je me trompe sur la fonction différentielle par rapport. J'ai assumé que c'était par rapport à X. Je pense que c'est par rapport à X. Je suis assez confirmé dans ce cas-là. Ça fait juste qu'on veut avoir. On a une évolution qui peut être discrète ou continue, mais reste que la fonction elle-même qui agit sur X, elle est différentielle par rapport à X. Je vais expliciter un peu en quoi ça respecte l'équation de composition. Premièrement, ce qui est à comprendre, c'est qu'un trajet va être donné par... Si on fait juste décomposer la dérivée qui est la limite de la différence divisée par le laps de temps, on obtient à peu près ça. T plus un petit laps de temps va être égal à x de t plus la fonction qu'on avait fois ce laps de temps-là. Donc ça donne l'intuition derrière l'équation, la vraie équation qui est, là j'écris dans cette notation-là juste pour que ce soit plus facile de référer à ça. F au temps t va être donné par position initiale plus le trajet qu'on aura parcouru à chaque fois par f de x de t. Ça serait l'équation qu'on utilise pour comprendre c'est quoi le flow, notre trajectoire dans le temps. Et avec ça, là, ça devient un peu plus facile de voir comment la composition est respectée. Si je cherche justement, si on regardons la composition de deux temps, de x, j'utilise l'équation au-dessus. C'est le temps initial plus tout le parcours de T1, de 0 jusqu'à T1 plus T2. F de x de t. Et là, on utilise une des belles propriétés de l'intégrale qu'on peut juste splitter. 0 à T1 plus T2, c'est comme faire 0 à T1, plus T1 plus T2 à T1 à T1 plus T2. Donc, on utilise ça. 0 à T1 de f x de t, plus l'autre partie de chemin qu'on n'a pas encore parcouru, de T1 à T1 plus T2, de f de x de t dt. Tout ça ici, c'est le premier parcours, c'est f de T1. Plus l'intégrale qui va de T1 à T1 plus T2. Et ça, c'est appliquer le parcours T2 à la position initiale qui serait où est-ce qu'on a terminé avec le premier parcours T1.
Alors on a que c'est la composition. La composition est respectée. De voir ça, ça m'a fait un peu plus comprendre qu'est-ce qu'on voulait dire par ça. Au début, moi j'avais hésité comment ça était trivialement découlait de ça. Tu lis des livres un peu plus genre avancés, puis ils font juste le lancer comme ça. Ça marche bien finalement. Donc, ça fait le tour des systèmes dynamiques. C'est des structures un peu plus abstraites qui vont avoir un espace, une manière que le temps évolue, une fonction sur cet espace-là. Souvent, on va utiliser ça et juste appeler ça directement un système dynamique, mais on voit que si on spécifie dans quel contexte on se trouve et tout, c'est correct, ça peut être compté comme étant un système dynamique. Là, on arrive à la partie qui est un peu plus intéressante. Ouais. C'est un exemple qui vient rapidement. C'est un exemple de système dynamique. La structure de temps, c'est pas, disons, les naturels. Tu pourrais te mettre sur genre mode Z, une certaine affaire, puis t'as défini ton évolution selon juste certains moments. Genre 0, t est égal à 1, 2, 3, 4. Puis, là, c'est difficile de revenir dans le temps, mais c'est comme ça qu'il faut le voir. Parce que Z mod Z te demande de revenir à un 0. Et donc, ça serait comme ton temps revient sur lui-même. Si tu te le permets, c'est correct. Mais si tu veux rester avec une intuition un peu plus de la vie de tous les jours, à voir... J'ai pas d'exemple rapide d'une structure temporelle qui a justement juste comme une direction principale de genre avancer vers l'avant, qui revient pas nécessairement. N'importe quel groupe un peu plus abstrait, mais j'ai pas d'exemple rapide. Merci. Donc là, on arrive à la partie chaotique. J'avais oublié qu'il fallait que je plug mon ordi. Pendant que ça descend. OK. Là, on arrive à la partie qui m'intéresse le plus, qui est celle du chaos. Pour vous donner un peu un contexte historique à ce qui a mené à ça, autour de 1600, on a eu les premières équations différentielles qui sont apparues avec Newton qui a résolu le problème de deux objets qui s'influencent mutuellement, le problème physique. Il a dû, pour ces équations de mouvement, écrire des équations différentielles. Et c'est la première fois qu'elles sont vraiment apparues et ont été utilisées. Dès qu'on s'est mis à travailler sur 3 objets qui s'influencent, comme une planète, une autre planète et le Soleil, la Terre et la Lune, donc là on a 3 objets, il n'y a plus rien qui marchait. Ça nous a fait découvrir à quel point les équations différentielles peuvent être difficiles à résoudre. Finalement, c'est pas juste qu'on n'arrivait pas à les résoudre, c'est impossible à résoudre, le problème de 3 objets. On a continué à travers le temps à développer un peu la théorie des équations différentielles. Elles sont extrêmement difficiles à résoudre la majorité du temps. Jusqu'à 1950, à peu près, où l'ordinateur est apparu. Et donc là, maintenant, on avait une manière d'arriver à des solutions qui étaient peut-être inexactes, mais au moins, on était en mesure d'avoir une solution à notre système. Avant ça, autour de 1800, Poincaré a commencé à travailler sur une définition qualitative des systèmes. Est-ce qu'ils convergent? Est-ce qu'ils deviennent plus stables? Un cycle? Toutes ces questions-là qui rendaient comme juste possible l'étude parce qu'on n'arrivait pas à les résoudre. Là, 1963, un météorologue arrive et étudie ce système-là d'équations différentielles qui donne le trajet de l'air à travers une certaine convection dans l'atmosphère. Ce matin, il y avait des orages, c'était exactement ça, et je trouvais ça vraiment cool. Ou genre, venir sur l'autoroute, j'étais derrière un camion qui avait un long camion, et donc l'eau comme dégouline le long du réservoir, et à la fin, ça crée de la turbulence sur les côtés. Un autre exemple de chaos.
parenthèse que je trouvais vraiment cool. Et là, on arrive à ce système d'équations différentielles-là. Le problème avec ce système, c'est pas le problème, la beauté. Il est extrêmement sensible aux conditions initiales. Et c'était la première fois qu'on en voyait un qui était aussi sensible. Sensible au point qu'une infime différence mène à des solutions exponentiellement différentes. C'est tellement sensible que si je prends deux ordinateurs différents, et puisque les ordinateurs, par conception, vont tronquer ou faire un arrondi des chiffres, ils ne vont pas garder une infinité de chiffres à chaque fois en mémoire. Si je prends deux ordinateurs conçus différemment et je mets les mêmes conditions initiales, ça ne va même pas mener au même système par la suite, à cause que le système est trop sensible aux petites différences. Ça, c'était des systèmes qui sont en théorie déterministes. En théorie, on sait comment ils sont supposés évoluer. Si je mets les conditions exactes initiales, je sais qu'est-ce qui se passe. Mais dès qu'il y a une mini-erreur, une erreur dans les conditions initiales ou juste un bruit à un moment donné dedans, une perturbation, tout foire. J'ai pas besoin de l'écrire. Ce qui est à retenir du chaos, c'est que le présent exact te donne le futur. C'est correct, ça c'est une partie qu'on appelle déterministe. Mais le ish présent ne donne vraiment pas le ish futur. Ça, c'est l'idée du chaos. Un autre exemple de système qui est chaotique, c'est le double pendule, qui est aussi connu que l'attracteur de Lorentz. Là, vous voyez, au début, c'était 3 pendules presque identiques. Et ensuite, ils sont plus si identiques que ça. Au début, c'est juste dans ton programme, tu auras spécifié des conditions initiales légèrement différentes, qui paraissent comme étant les mêmes juste à l'œil. Donc, quand tu essaies de juste mesurer ça et que tu es dans l'an 1800 et tu essaies de mesurer un double pendule avec ta règle, c'est un peu plus difficile, disons, de comprendre c'est quoi son mode d'action. Alors ça, c'est des exemples de qu'est-ce qu'on appelle des systèmes qui sont chaotiques. Chaotiques parce qu'ils dépendent extrêmement des conditions initiales. C'est pas la seule condition qui fait qu'un système est chaotique quand ça dépend des conditions initiales. C'est plus s'en découle, mais c'est celle qui est la plus facile à se rappeler. Un contre-exemple, et juste pour vous faire réaliser que c'est pas juste les conditions initiales, c'est un système qui fait juste toujours doubler qu'est-ce que je lui donne. Je lui donne quelque chose d'infiniment différent, mais s'il va toujours le doubler à l'infini, ça va juste être complètement différent. Mais ce qui caractérise des systèmes chaotiques, c'est plus, ils vont avoir un certain comportement qui n'est pas juste explosé à l'infini, qui va être, par exemple, à la fin attiré dans une certaine structure, et elle dépend vraiment des conditions initiales. Une manière qu'on a de mesurer à quel point ça diffère selon une petite erreur initiale, on appelle ça les composantes de Lyapunov. Ceux qui ont fait équation différentielle, vous vous souvenez de Lyapunov comme un peu le Cauchy de l'analyse. Il est juste toujours en train d'apparaître avec une nouvelle affaire à son nom. Mais là, on a aussi les exposants de Lyapunov. Les exposants, on n'a pas vu ça dans le cours d'équation différentielle, mais c'est, à mon avis, le plus bel outil pour... Mon avis est quand même partagé, il n'est pas juste à moi. C'est un des plus beaux outils pour analyser des systèmes d'équations différentielles chaotiques. Alors, la définition est pour soit deux trajectoires légèrement différentes. X', qui n'est pas la dérivée de x, qui est juste une autre trajectoire. Avec une différence qu'on va nommer. Avec différence x' de t moins x de t. On va l'appeler delta t. Où est-ce que je m'en avais fait? Ouais. Pour une différence initiale qui est juste plus grand que 0, les trajectoires vont diverger selon
où lambda est notre exposant de Lyapunov. Pour une petite différence, comment est-ce que dans le temps nos trajectoires vont, comment est-ce que la différence va évoluer dans le temps? Elle va évoluer selon une certaine exponentielle. Et l'exposant dans cette exponentielle-là est notre composant de Lyapunov. Intuitivement, et c'est pour ça que je trouve que c'est une belle métrique, si lambda est inférieur à 0, on a une exponentielle qui est 1 sur, puis elle compresse tout. Donc, pour une différence qui peut être infime ou juste pas négligeable, puisqu'elle est compressée avec ça, dans le temps, elle va juste revenir à 0. Deux conditions initiales différentes vont venir ensemble. Si lambda est égal à 0 maintenant, ça c'est un peu moins facile à comprendre, mais disons dans un système qui est dans plusieurs dimensions. Pour des composantes initiales différentes, 2 points différents, ils vont évoluer dans l'espace et arriver sur un cycle limite. Et sur ce cycle, puisqu'ils vont être partis de 2 endroits différents, ils vont juste arriver à 2 endroits différents sur le cycle, et ensuite, ils vont toujours garder la même distance entre eux, parce qu'ils sont sur un cycle. Donc, ils ne vont pas juste exploser à des endroits complètement différents, mais ils vont maintenir toujours une même différence. Puis, j'aime l'idée en 3 dimensions de partir à 2 endroits, même juste un peu à côté, juste arriver à 2 endroits sur un même cycle. La distance va toujours rester la même. Maintenant, quand c'est positif, on a du chaos. Pour une petite différence au début, ça va exponentiellement devenir différent dans le temps. La meilleure manière qu'on a de calculer ces composantes de Lyapunov, ça c'est l'intuition derrière, puis prendre la limite quand delta tend vers 0, ça nous donne exactement lambda, mais ça serait un système de juste une dimension. Les composantes de Lyapunov sont comme les valeurs propres d'une matrice. Au même titre que les valeurs propres d'une matrice te donnent de l'intuition sur la matrice, comment elle agit à titre de transformation, ou au même titre que le spectre d'un opérateur te donne tellement d'informations sur comment l'opérateur agit, on peut quasiment aller voir le domaine sur lequel l'opérateur agit juste avec le spectre. Les composantes de Lyapunov, même s'ils ne sont pas strictement des valeurs propres, elles le sont sous certaines conditions, elles ont la même intuition. Ce sont un nombre de valeurs qui résument l'opération de ton système. Il y en a autant que le nombre de dimensions. Même chose pour les valeurs propres si on compte la multiplicité ou les valeurs propres dans le spectre si on compte la multiplicité. Et on a un beau théorème qui est derrière ça. Qui nous donne une manière de calculer ces exposants de Lyapunov. Le théorème, c'est le seul que je montre aujourd'hui. Il est croquant. Ouais. OK. Ça demande comme théorie de la mesure. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu plus avancé, mais je vais le lire en même temps. S'il y en a d'entre vous qui veulent juste le lire comme à leur propre rythme, amusez-vous. Le théorème est dû à Ozolidets. Et on dit multiplicatif parce qu'à la fin, on a juste une multiplication de matrices. Et ça fait partie de la théorie ergodique. La théorie ergodique, je trouve ça assez beau, mais j'aurais pas le temps aujourd'hui d'en parler. Il y a d'étonnantes, de très beaux résultats qui arrivent en théorie ergodique. Alors, on a un certain espace, comme tantôt avec le système dynamique. Et sur cet espace, on a une mesure de probabilité. Ça, c'est juste une manière de qualifier la densité dans ton espace, où se trouvent les points en général. On a une application qui garde cette mesure, qui préserve la mesure. Donc ça, c'est l'application. Elle préserve une mesure de probabilité. Ça veut dire, elle peut bien prendre une sphère et juste l'amener encore plus petite, mais la probabilité que tu avais d'être dans cette sphère avant et la probabilité que tu avais d'être dans cette sphère après reste la même. On garde une certaine densité sur l'espace. On ne garde pas nécessairement des longueurs, qui serait une autre mesure. Alors, tantôt, on avait un espace F. Là, T, ce n'est plus la structure de temps de tantôt. Là, on va, par exemple, juste prendre le temps comme étant les réels. T est juste une application qui prend des éléments de ton espace et te donne des matrices par rapport à ça. Un exemple, c'est le jacobien. Le jacobien prend des éléments de ton espace comme étant genre ses valeurs dans le jacobien
est construit. On peut le voir aussi comme étant prend une fonction et te donne une matrice, mais il y a différentes manières de le voir. T est une fonction qui prend des valeurs et qui te donne une certaine matrice. Si T respecte cette condition, qui est pour moi la plus nébuleuse, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Mon intuition, c'est que, parce que quand on n'a pas le terme ici de log, ça voudrait dire qu'elle est L1 mesurable. Ça voudrait juste dire que dans un espace de fonction comme L1, elle se comporte bien, elle peut être intégrée, elle tend vers 0 assez rapidement, il y a un nombre assez petit de spikes pour pouvoir être intégrable. Là, on demande que le log de cette fonction-là soit intégrable. Ça, c'est encore plus restreignant, mais c'est juste une manière de qualifier qu'on veut que notre application soit pas trop explosive. On a une certaine fonction log qui est demandée dedans. Alors, la matrice qui est la composition de T avec F n fois. Par exemple, prendre le jacobien à la n. Alors, pour presque tout x, ça c'est une manière de dire pour tout x sauf un petit ensemble de mesures nulles, comme prendre les nombres réels, mais tous les nombres qui sont entiers, ça va pas fonctionner, mais après ça, tu as tous les réels qui sont beaucoup plus que juste les nombres entiers, que ça va fonctionner. Alors, pour presque tout, la limite va nous donner une certaine matrice. Tout ça, c'est juste pour dire qu'on peut composer notre application avec son adjointe et un peu faire comme une moyenne de l'application. Et ça nous donne une matrice. Et les valeurs propres de cette matrice, c'est les composantes de Lyapunov. Ça, c'est comme le petit twist à la fin. Tout ce théorème-là pour dire qu'on a une matrice qui représente un peu la moyenne de l'application F dans le temps. Ou un peu la moyenne du jacobien de F dans le temps. Et les valeurs propres de cette matrice-là sont les composantes de Lyapunov. En plus, elles sont données ordonnées. Genre, elles arrivent ordonnées, ce qui est encore plus cool, je trouve. C'est le théorème le plus puissant dans ce que j'étudiais. Et il est extrêmement utile pour arriver à la dernière partie, qui est les attracteurs étranges. Les attracteurs étranges, c'est un peu comme la crise de demi-vue ou la crise de cinquantaine du chaos. Mais c'est la partie que je trouve la plus belle et intéressante. Les attracteurs étranges sont un peu les limites de comportement de ton système chaotique. L'attracteur de Lorentz, vous avez tous vu là, comme double le genre de papillon. Ce papillon est l'attracteur étrange du système chaotique de Lorentz. Et les attracteurs étranges, leur structure implicite est donnée par justement les valeurs propres. Si on a des positives, des négatives ou des nuls, ça va donner un peu à quoi ressemble l'attracteur étrange. D'où l'importance de ces valeurs propres-là. Alors, les attracteurs étranges, c'est un peu les limites des systèmes chaotiques. Et ils ont deux propriétés intéressantes que je veux vous donner. La première est que les trajectoires sur l'attracteur, juste les trajectoires dans l'attracteur, sont dans une région bornée de l'espace. Région bornée. Et là, propriété 2, qui est cool, les trajectoires se différencient de leurs voisins exponentiellement rapidement. Et ça m'avait un peu choqué. On a un attracteur sur lequel les trajectoires restent dedans, et l'attracteur lui-même est borné. Mais les trajectoires évoluent infiniment différentiellement. Dans le temps, la différence entre eux devient infinie, exponentiellement rapidement, tout en étant dans une région bornée de l'espace. Là, ma question est... Qu'est-ce que tu veux dire par les trajectoires se différencient? C'est quoi ta
Qu'est-ce que tu mesures quand tu dis deux trajectoires différentes? Tu mesures la position authentique sur ton attracteur. Qui est borné, mais ça va à l'infini. L'attracteur est borné, mais la différence entre eux va à l'infini. Est-ce que vous connaissez certaines structures qui peuvent être dans un espace borné, mais avec une dimension, pas une dimension, mais une longueur infinie? Les fractales. Les fractales, par exemple, peuvent avoir une longueur infinie, mais être dans une région avec une aire finie. Ils peuvent avoir une aire infinie, mais dans une région 3D avec un volume fini. Les attracteurs étranges, qui sont les limites de systèmes chaotiques, sont genre des fractales. En fait, pas sont des fractales. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Et ça vient d'une des propriétés des systèmes chaotiques. Et j'ai apporté de la pâte à modeler pour vous montrer ça. Okay. C'est pas une joke. Genre, j'ai la pâte à modeler. OK. Je vais me rapprocher. Vous pouvez vous rapprocher aussi si vous voulez. Je vais vous présenter comment sont affectées les trajectoires dans un espace selon un système chaotique. Ça ici, c'est juste mon ensemble de valeurs initiales. Elles sont arbitrairement proches. C'est juste un bundle de conditions initiales. Alors, j'ai toutes les infiniment proches que je veux avoir dedans. Il y a deux actions. J'ai mon rouleau à pâte. Alors, dans un attracteur étrange et dans un système chaotique, on a besoin de composantes de Lyapunov qui sont positives, donc qui vont étirer l'espace en partie. On a besoin de composantes de Lyapunov qui sont négatives et donc qui vont le compresser dans un autre sens. Donc, depuis notre bundle de conditions initiales, on a une première transformation qui étire l'espace. On a une deuxième transformation qui le fait revenir à sa mesure initiale. Et donc, ça va préserver la mesure parce que mon bundle est revenu dans la même forme qu'au début. N'oubliez pas, tantôt c'était une mesure qui était de probabilité, mais là je vous montre une mesure qui n'est pas de temps, qui est assez réelle. Mais l'idée est là. Je répète mon application, encore une fois. Et je le répète, et je le répète, je le répète une infinité de fois. On obtient une fractale. On obtient une structure, parce que là j'ai juste fait 2 fois. Je vais faire une 3e fois. Et je m'excuse vraiment pour le bureau. On voit certains étages qui apparaissent. Et ça, c'est juste une représentation. Mais reste qu'on est dans des espaces à beaucoup plus de dimensions. Mais le principe reste le même. Ok, je suis un grand garçon, mais je suis pas encore au stade de mélanger ma pâte à modeler. Mais imaginez que le point rouge était un ensemble de conditions initiales à un endroit dedans. Si je le mettais et que je me mettais, je vais le faire. Et je me mettais à refaire ma transformation. Et là, transformation 1. Transformation 2. Là, ça continue ainsi de suite. Mes conditions initiales vont s'être étendues à travers tout l'attracteur. Et ça, c'est l'importance d'un attracteur étrange, c'est qu'il est topologiquement transitif ou invariant, ou genre. L'espace au complet devient occupé par juste des conditions initiales différentes. L'attracteur de Lorentz a cette propriété-là. Les conditions initiales différentes, si tu prends un bundle au début et que tu le laisses aller un peu partout, vont occuper tout l'espace. Ça, je trouvais ça particulièrement cool. C'est ça le phénomène ou le mécanisme derrière les attracteurs étranges. Ils vont compresser l'espace et le remettre sur lui continuellement, un peu comme ceux qui fabriquent des bonbons dans les bonbonneries, oui, comme ils ont un crochet au mur, ils lancent le bonbon dessus puis ils l'étirent. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Même principe. Et si je mets un peu de colorant au début, je me mets à faire ça. À la fin, toute mon affaire va être rendue colorée de la même manière. J'ai trouvé une animation qui représentait exactement ça pour le système de Lorentz. Ce qui est particulièrement cool. Quand ça marche. Ouais, voilà.
on a un ensemble de conditions initiales et dans l'attracteur, elles se mêlent ensemble, elles viennent occuper tout l'attracteur. Et c'est ça qui fait que c'est un attracteur étrange. C'est une fractale. Les trajectoires à l'intérieur évoluent infiniment différemment dans l'attracteur. Viennent occuper tout l'attracteur, il n'y a aucune périodicité. Ça, c'est qu'est-ce qu'on veut dire aussi par périodique. Il n'y a pas de ergodique. Il n'y a pas de période qui apparaît, je pourrais comme faire deux modèles différents. Non. Pour une condition, ça ne va jamais revenir sur lui-même et ça va finir par tout occuper l'espace. Voici ce que je trouvais la beauté des attracteurs étranges. Finalement, j'aurais réussi à me rendre dessus à temps. Et pour faire un recap de la présentation, commencer avec les équations différentielles qui sont la base et qui nous permettent de comprendre c'est quoi juste un système dynamique, une équation différentielle qui évolue dans le temps. Certains systèmes dynamiques sont extrêmement sensibles aux conditions initiales, ont un comportement qui est difficile à gérer. Et une manière de caractériser à quel point ils sont difficiles ou à quel point ils explosent initialement, c'est les composantes de Lyapunov. Les composantes de Lyapunov nous permettent de comprendre les structures des attracteurs. Comme ici, c'est qu'on a des composantes positives qui étirent, on a des composantes négatives qui font revenir, on a d'autres qui sont nulles, qui maintiennent l'espace dans une certaine partie. Si tu comprends le spectre de Lyapunov, tu es capable de comprendre l'attracteur qui est issu de ton système dynamique. Ça conclut tout. Merci.